Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin l'économiste Philippe Moati, coprésident de l'Observatoire Société et Consommation. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Depuis un mois, la France vit au rythme des gilets jaunes, des manifestations et par là aussi du refus de la misère. Il y a les casseurs bien sûr, mais c'est toute une France qui s'est révélée. Est-ce que Noël, avec son faste, avec ses dépenses, n'arrive pas un peu comme un cheveu sur la soupe ? Oui et non. Oui, parce que c'est le moment de l'hyperconsommation, donc c'est le moment où les inégalités se révèlent au grand jour, où ceux qui n'ont pas les moyens, finalement, ressentent toute la frustration de ces situations d'inégalité. Mais non, parce que c'est quand même un moment de rassemblement. C'est un moment un peu hors du temps où, notamment avec la place qu'occupent les enfants dans les fêtes de Noël, eh bien, on se fait plaisir et on essaye d'oublier tous les tracas du quotidien. Donc je pense que malgré les événements récents, je pense que les fêtes de Noël resteront un moment fort cette année comme les années précédentes. C'est pas chrétien de dire ça, mais est-ce que les gens ne croient plus à rien ? Oui, et d'ailleurs c'est en grande partie l'origine profonde des problèmes que nous traversons. Nous ne croyons plus en rien, et quand on ne croit plus en rien, finalement on consacre sa vie en grande partie à consommer, d'où la priorité que nous accordons au pouvoir d'achat. Je crois qu'il faut entendre ce qu'il y avait en toile de fond du mouvement des Gilets jaunes, c'est que nous vivons dans une société d'hyperconsommation où la consommation est devenue une valeur suprême. Donc effectivement, dès que le pouvoir d'achat subit un accroc réel ou simplement ressenti, eh bien ça provoque des réactions extrêmement fortes. Alors c'est pas pour nier qu'une fraction de la population est en vraie difficulté, hein. Mais quand on ne croit plus en rien, effectivement, eh bien la vie se polarise sur les petits plaisirs du quotidien qui sont très souvent liés à la consommation. Mais alors, est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, le curseur de l'économie et de la consommation est mis autre part ? Est-ce qu'il a régressé ? Est-ce qu'on consomme différemment ? On commence à voir effectivement les limites du modèle de consommation qui nous vient du capitalisme industriel des 30 Glorieuses, hein, qui est un modèle fondé sur l'accumulation quantitative de biens physiques. Alors les limites sont d'abord environnementales. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus la peine de s'éterniser sur le sujet. Si on continue de consommer comme ça, puis surtout si la planète entière consomme comme nous consommons, on va dans le mur. Et par ailleurs, et ça c'est les psychologues et les économistes qui nous l'ont montré au cours des dernières années, quand on a déjà atteint un certain niveau d'opulence, continuer d'accumuler ne nous rend pas plus heureux. Alors à quoi bon ces dommages infligés à la planète si finalement ça ne produit pas les effets de bien-être qu'on peut en attendre, alors que les recherches nous montrent que passer encore une fois un certain niveau d'opulence, le bien-être vient plutôt de ce qu'on fait, de ce que l'on vit. Donc il y a matière à réorienter notre consommation vers l'être et vers le faire. Je remarque que vous utilisez souvent le mot opulence, et pourtant ce mot-là devrait être ciblé uniquement pour une partie de la population. L'opulence, ça représente les gens ultra riches. Eh bien non, puisque l'opulence, vous dites que ça peut toucher chacun de nous. Là, je raisonne à l'échelle internationale, si vous voulez. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de misère au cours des dernières semaines, mais comparons la situation moyenne de la France avec celle de beaucoup d'autres pays à l'échelle du monde. Nous sommes collectivement dans un pays d'opulence. Alors, il n'en demeure pas moins qu'une fraction de la population a décroché et vit dans des conditions misérables. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier ça. Mais globalement, la population française a la chance de vivre dans un pays riche. Nous sommes dans un pays riche et les inégalités sont relativement contenues, notamment si on se compare aux États-Unis ou à l'Angleterre. Et ces dernières années, les inégalités ne se sont pas réellement accrues. Donc nous sommes quand même dans une situation globalement enviable. Encore une fois, ça. Mais vous savez très bien que dans ce genre de période, on ne regarde jamais ailleurs. On regarde ce qu'il y a devant nous. Et on regarde souvent ce qu'il y a au-dessus. On a du mal à regarder ce qu'il y a en dessous, effectivement. Mais je pense qu'il est sain quelquefois de remettre les choses à plat et de se dire que nous avons des difficultés collectives à gérer, mais nous avons la chance de vivre au XXIe siècle dans un pays comme la France. On a évidemment beaucoup parlé des commerçants lors de tous ces samedis à la fois de privation de commerce et puis à la fois de dégradation de magasins. Pour les commerçants, c'est pas Noël non plus. Ah non, là, ça, c'est pas Noël du tout. La Fédération du commerce et de la distribution, qui est la chambre syndicale de la grande distribution, a évalué à près d'1 milliard le manque à gagner, notamment pour les hypermarchés, les centres commerciaux. Je parle pas des commerçants de centre-ville qui ont dû fermer boutique les samedis, les fameux samedis qui sont des samedis hyper stratégiques. Donc là, où certains font même 3/4 ou 2/3 en tout cas de leur marge annuelle.
de la marge annuelle, oui, absolument. Donc c'est une catastrophe pour eux. Alors c'est très localisé, on s'en remettra. Les soldes viennent derrière, donc on espère qu'on pourra évacuer les marchandises qu'on n'aura pas vendues pendant les fêtes. Enfin, vous savez, après Noël, c'est plus Noël. Hein. Donc il y aura quand même un manque à gagner. Peut-être d'ailleurs que ce sera l'occasion pour les consommateurs qui n'ont pas pu faire leurs courses comme d'habitude, d'avoir une posture un peu plus réflexive sur l'hyperconsommation. Oui, oui. Non, pas seulement, mais de se dire finalement, peut-être qu'on peut faire des cadeaux un peu différemment, peut-être qu'on peut faire des cadeaux avec des produits d'occasion, avec des produits qu'on a fait soi-même, etc. C'est peut-être l'occasion de prendre un peu de distance. Ça arrive de plus en plus. Oui, et pas seulement par nécessité économique. On accepte le cadeau d'occasion, ça c'est vrai que on l'accepte, surtout si finalement c'est un produit rare, si un produit qui du coup prend une valeur symbolique parce qu'on lui donne une seconde vie, que c'est une manière de s'ériger un peu en protestation. Si vous parlez des collecteurs et que vous parlez de Dark Side of the Moon en vinyle, en bleu, alors là évidemment, je vois que vous êtes un connaisseur. Mais là évidemment vous me parlez. Dites-moi, les magasins ont été effectivement pour beaucoup saccagés, dégradés, certains ont dû fermer des samedis entiers, et pendant ce temps, le e-commerce a cartonné. C'est ça qui sauve le commerce aujourd'hui, c'est le e-commerce. C'est pas tout à fait les mêmes, mais effectivement. Parfois, il y a des pure players qui sont les mêmes et parfois non. Oui, effectivement. Non, très certainement, on n'a pas encore les données, mais incontestablement, la difficulté qu'on a eu à accéder au magasin a fait le jeu du e-commerce, qui n'avait pas besoin de ça. Hein. Le e-commerce va connaître certainement cette année une croissance de 15%. Qui n'avait pas besoin de ça. Non, il est déjà en très forte croissance, 15% cette année, et très certainement avec cet événement de fin d'année, on risque d'avoir une accélération de la croissance. Est-ce que ça veut dire que les Français les plus réfractaires au e-commerce, qui n'avaient plus que cette solution-là, finalement, ça va les entraîner là-dedans? C'est possible, c'est ce que les spécialistes appellent la phénomène d'hystérésis. Excusez-moi de lâcher un gros mot, mais en gros, on n'est pas coutumier d'un comportement, on y va un peu contraint et forcé. Ici, on n'aimait pas acheter en ligne, mais nous pouvons acheter en magasin, on expérimente l'achat en ligne, et puis finalement, on se rend compte, et c'est pas si mal, et on va garder l'habitude, une fois que le choc qui nous empêchait d'aller dans les magasins disparaît. Donc les habitudes s'ancrent à l'occasion d'événements exceptionnels. Oui, mais est-ce qu'on ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre dans ce cas-là? Ça veut dire qu'en gros, le commerçant qui avait l'habitude d'avoir sa clientèle ne va pas l'avoir, puisque on va se reporter sur le e-commerce. Incontestablement. Jusqu'à maintenant, le e-commerce a pris des parts de l'économie. Oui, mais c'est comme ça, c'est ce que Schumpeter appelait les destructions créatrices, c'est-à-dire que effectivement, l'innovation détruit l'ordre ancien et ça force tous les acteurs économiques à s'adapter. Eh bien, merci beaucoup Philippe Moati, coprésident de l'Observatoire Société Consommation, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.